Donc Pierre Joannet et Marcella Yacoub. Je voudrais juste en introduction et très très rapidement restituer un peu le parcours des séances, non pas de façon complète, mais juste quelques points qui moi m'ont frappé et qui montrent bien que ce n'est pas une séance chacune isolée dans sa petite île théorique, mais au contraire tout l'enjeu du travail c'est de faire s'entrecroiser les disciplines, les questionnements, les disciplines sciences sociales, sciences exactes et les questionnements éthiques, scientifiques, philosophiques et politiques. Alors, il me semble qu'on a dans toutes nos séances, où on a les premières, on a eu les historiens, après les anthropologues, et l'histoire aussi vue par les acteurs de la procréation assistée depuis au moins ce dernier siècle, le XXe siècle. Donc on a toujours été dans une double approche finalement. On a le sentiment, surtout quand on sort de ces lieux, d'une espèce de surprise de la modernité avec les avancées de la technique, une surprise permanente. Et quand on se rapproche des sciences sociales, elles nous expliquent qu'à chaque fois, il y a du bricolage. Il y a du bricolage selon les contextes. Et notre surprise, en face des avancées, donc la technique, concernant la déconstruction des liens de notre triangle entre procréation, filiation, entre sexualité, procréation, entre sexualité, filiation, procréation. Donc ce triangle dont en fait il faut imaginer qu'on casse les liens entre ces trois pôles, eh bien on a sans cesse, on avait le sentiment qu'on était à l'avant-pointe d'une espèce de modernité surprenante et en fait terrifiante, parce qu'elle fait appel à notre imaginaire de la filiation. Et à chaque fois, les sciences sociales, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ont calmé cette espèce de terreur malgré tout. Pas terreur au sens où on va partir en courant, hein, les cheveux dressés sur la tête, mais une espèce de terreur sourde, en disant mais comment ce couple, papa, maman, l'enfant est mis en péril, un autre triangle mis en péril, mais quelle angoisse, etc. Et en fait, on s'aperçoit que, vu de près dans leur pratique, les sociétés humaines bricolent cette histoire-là, proposent que l'oncle maternel soit plus le père que le père, le géniteur, proposent que, par exemple, il y a des croyances, on n'en a pas parlé, mais par exemple que le premier rapport sexuel dans la France d'Ancien Régime est responsable de tous les enfants, même venus d'autres pères. C'est-à-dire que c'est toujours le premier homme qui serait le père de tous les enfants. C'est une croyance étudiée aussi par notre Françoise Héritier, qu'on retrouve dans plusieurs contextes. C'est une croyance, si vous voulez, séduisante au plan de l'imaginaire de la filiation, etc., etc. Même des choses dont on n'a pas parlé, comment sous l'Ancien Régime, mais aussi dans d'autres populations non occidentales, dès qu'il naît, on modèle le crâne du nourrisson pour lui donner une autre forme, hein, en profitant du fait que les os sont... etc., etc. Et je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit, mais il me semble qu'on en est là. On n'a pas eu les exposés venus des sciences et des disciplines du soin, de l'analyse, de la psychanalyse, pas encore. C'est pour la première fois, on va avoir donc un regard venu du champ du droit. Et là, maintenant, on va rentrer plus avant dans le croisement entre les avancées techniques et cette interface délicate avec les problématiques sociologiques et anthropologiques qu'elle réinvente à chaque pas, si vous voulez. Et donc, il me semble qu'on est un peu à une bascule de notre itinéraire. Là, on est. Alors, donc, je suis très honorée de vous présenter nos deux intervenants. On va commencer par Pierre Joannet, que vous connaissez, qu'on a entendu, bien sûr, tout le temps, qui est donc un des acteurs de l'histoire en tant que praticien des avancées qui ont été faites en France, mais qui sans cesse à chaque pas a essayé de réfléchir et de proposer des réflexions, y compris dans le livre que vous avez tous les deux dirigé, mais de proposer des réflexions pour les citoyens à chaque pas, à chaque avancée de la pratique. Et donc c'est très rare d'avoir en même temps le praticien, un éventail de cas cliniques réels, des gens vrais, ça concerne des gens, l'humanité vraie, et puis une réflexion morale et politique. Donc je vous passe la parole pour environ une demi-heure à peu près. Après, voilà. Merci Véronique. Bien, effectivement, je suis médecin. Et c'est à ce titre que je vais vous parler de ma pratique et des questions que je rencontre dans ma pratique. Je fais ce métier depuis
une trentaine d'années. Et dans mon métier, je rencontre des hommes, des femmes qui sont en mal d'enfant. Et donc, ils viennent nous voir parce qu'ils ne peuvent pas procréer tout seuls et qu'ils pensent que la médecine peut les aider. Parce que, comme on l'a déjà évoqué au cours du séminaire, la procréation a été médicalisée au cours de ces quelques dizaines d'années récentes. D'abord, dans la contraception, comme l'avait évoqué Georges David la première fois. Mais je ne vais pas parler de la contraception, je vais parler plus de stérilité, plus de personnes qui cherchent à avoir des enfants alors qu'ils ne peuvent pas en faire tout seuls. Les médias sont pleins de ces questions depuis longtemps, depuis presque 20 ans, puisque la première enfant conçue par fécondation in vitro est née en 78 en Angleterre et la première en France il y a 20 ans exactement. Et que périodiquement, ces problèmes reviennent dans les médias. Et en fait, quand on regarde l'histoire de cette médicalisation de la procréation, on s'aperçoit que, enfin, c'est mon expérience, elle prend des formes multiples, qui dépendent de beaucoup de choses, de l'origine des cellules, de leur devenir, des techniques, du contexte, etc. Et les questions qui sont suscitées par ces techniques sont tout aussi diverses. Et donc, tel que je le vis, du moins, le débat est difficile. Et je le trouve souvent très réducteur, tel qu'il est exprimé dans les médias ou par un certain nombre de déclarations. Et je pense qu'un des problèmes est qu'on cherche à réunir en la matière au sein d'une même réflexion toutes ces questions qui sont diverses et à y apporter des réponses uniques alors qu'il n'y a aucun rapport entre certains des aspects de cette médicalisation. Donc je vais me contenter de vous raconter cette médicalisation de la procréation et bon, contrairement à ce qui a été fait les fois précédentes dans le séminaire, je vais le faire avec des images pour évoquer avec vous ces différentes dimensions de la médicalisation de la procréation et ces différents types de questions qui se posent à nous, praticiens, dans ce domaine. Donc, est-ce que je peux avoir la première diapo ? Bon, bien entendu, ça, c'est les acteurs de cette aventure de procréation. Et toujours un homme, une femme. Enfin, généralement, ce que je vois, ça pourrait être autrement, mais je vais rester dans ce cadre-là. Je ne veux pas tout traiter. Et cet homme et cette femme souhaitent un enfant. Alors d'abord, pour bien comprendre nos interventions, il faut comprendre ce qu'est la procréation naturelle et comment ça se passe. En dehors des médecins, cet homme et cette femme vont se rencontrer, vont se séduire, vont s'attirer, vont s'unir, du moins en général, et vont exprimer cette attirance par la sexualité qui pourra déboucher sur la naissance de cet enfant. Et il s'établira des liens, donc il y a des liens entre les deux partenaires de la sexualité, puis des liens entre l'enfant et les parents, donc c'est la filiation. Dans tout ce processus, quand on considère la procréation, ça se passe dans les corps des personnes. Et jusqu'à une période récente, c'était inaccessible à la médecine. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui se passe en fait, quand on veut parler de cette médicalisation. Et donc, si on décompose le processus sur le plan biologique, l'homme produit des spermatozoïdes, la femme produit le gamète féminin, l'ovule, et la fécondation se fait dans le corps de la femme, et voilà un œuf fécondé, environ 16-18 heures après la fécondation, on a là un ovule, mais la particularité, c'est qu'il y a deux pronoyaux. Il y a la tête du spermatozoïde qui a donné un pronoyau, le noyau haploïde de l'ovocyte qui a donné un pronoyau, et on a là la première cellule embryonnaire, que certains appellent zygote, qui est un œuf fécondé. Et puis 2 jours après, cette cellule s'est divisée en 4. On a là un embryon à 4 cellules. Et puis 5 jours après la fécondation, voilà l'embryon au stade qu'on appelle blastocyste, et qui est l'embryon qui est prêt à se nicher dans la muqueuse utérine pour donner la grossesse. Cet embryon, il est constitué d'une petite masse cellulaire ici qu'on appelle le bouton embryonnaire et qui est constitué de ces fameuses cellules souches dont on parle tant, qui sont capables de se différencier dans toutes les cellules de l'organisme. Alors que les autres cellules ici, qui sont dans une embryonnaire, qui forment l'espèce de paroi à une cavité,
Ce sont les cellules dites du trophoblast qui vont donner les annexes embryonnaires, le placenta, etc. Tout ça, ça se passe dans le corps de la femme. Et tout ça, c'est inaccessible à l'être humain. Ça l'a été pendant très longtemps. D'où d'ailleurs tous les fantasmes que cela pouvait susciter et tout ce côté extraordinaire, magique qu'avait cette procréation, avec une forme sans doute de sacralisation de cet ensemble. Donc ça, c'est la procréation naturelle telle qu'elle se passe quand tout va bien. Et comme le dit le titre de notre séminaire, cette procréation est possible parce qu'il y a une sexualité et ça aboutit à une filiation et tout ça est extrêmement lié. Bon, en ce qui me concerne, dans mon intervention, j'ai essentiellement traité cet aspect en sachant que, bien entendu, il n'y a pas d'indépendance entre ces différents phénomènes, quoique notre médicalisation, et ça va être le premier événement fondamental à mes yeux, est de créer une rupture, une dissociation dans ce processus. Et ce qui est à la base de toute médicalisation de procréation, c'est la rupture entre procréation et sexualité. Toute procréation médicalisée, c'est une procréation en dehors de l'acte sexuel. Et c'est cette rupture qui, d'ailleurs, pour certains, rend cette médicalisation insupportable en disant qu'à l'origine d'un être humain, créer cette rupture crée des conséquences très importantes pour les enfants qui naissent ou pour l'ensemble du processus. Et donc, cette médicalisation, c'est une succession de ruptures. Et la première, c'est la rupture entre procréation et sexualité. Donc on franchit un peu un seuil, on fait un bond dans l'affaire pour arriver à une procréation médicalisée. Et la première forme de procréation médicalisée, c'est une procréation qu'on va appeler intraconjugale. Elle est intraconjugale parce qu'elle utilise les éléments cellulaires de l'homme et de la femme qui souhaitent avoir un enfant. Et voilà la méthode la plus ancienne. On parlait de Georges David la première fois, puisque cette médicalisation de la procréation date d'il y a plus de 200 ans. C'est quand on a pris les spermatozoïdes d'un homme, qu'on les a inséminés chez une femme pour obtenir une grossesse et la naissance d'un enfant. Donc ça, c'est la première forme. Bon, les situations dans lesquelles on peut les faire, nous, maintenant, c'est quand il y a un problème de relations sexuelles. Par exemple, un homme paraplégique qui souhaite avoir un enfant et qui ne peut pas avoir de rapport sexuel, on peut obtenir ses spermatozoïdes, les inséminer à sa femme et obtenir un enfant. C'est quelquefois parce que la qualité des spermatozoïdes, certains problèmes au niveau des voies génitales de la femme justifient cette insémination. Le deuxième niveau, c'est la fécondation in vitro, qui se fait depuis donc plus de 20 ans et qui n'est pas un changement de nature par rapport à l'insémination artificielle, mais qui a été un changement de forme très important, parce que dans la fécondation in vitro, non seulement le médecin a entre les mains les spermatozoïdes, mais il va aussi avoir entre les mains les ovules qui ont été prélevés chez la femme, et il va les mettre en présence dans une boîte, voilà une boîte de fécondation in vitro. Là, vous voyez, il y a une série de petites gouttes qui se correspondent à des milieux de culture. On met l'ovocyte dans cette goutte, on insémine en mettant des spermatozoïdes, et puis si ça marche, 16 à 18 heures après, on voit la fécondation comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et 2 jours après, on a un embryon, et cet embryon, on peut le placer dans l'utérus de la femme dans le but d'obtenir une grossesse. Fondamentalement, il n'y a pas de différence, parce qu'on est tous dans la procréation intraconjugale. Mais ce qui est tout à fait nouveau, ce qui est extraordinaire avec la fécondation in vitro, c'est qu'on accède à l'embryon au laboratoire, et que l'embryon est sorti du corps de la femme, et que cet embryon donc devient l'objet d'une décision des auteurs, mais aussi décision des médecins qui vont s'en occuper et qui vont, en le replaçant, permettre qu'il se développe un enfant ou pas. Alors on peut encore faire mieux depuis une dizaine d'années, parce que quand on fait une fécondation in vitro, tout ce qui se passe entre les spermatozoïdes et les ovules dans le milieu de culture, les phénomènes cellulaires et moléculaires sont les mêmes que ce qui se passe in vivo dans la trompe. Il faut que les cellules aient les capacités de fécondation. Mais ça ne marche pas toujours, parce que soit les spermatozoïdes sont incapables de féconder, soit ils sont trop peu nombreux, soit quelquefois il y a des problèmes dans les couches qui entourent l'ovocyte pour que la fécondation puisse se faire correctement. Et donc, on a une nouvelle technique depuis 10 ans, qui est l'ICSI, qui veut dire Intracytoplasmic Sperm Injection, et qui est quelque chose d'assez étonnant, puisqu'il suffit d'avoir un spermatozoïde. Et là, vous voyez, on attrape un spermatozoïde dans une petite pipette en verre. Il faut quand même vous imaginer que
Cette pipette, elle fait à peu près 5 à 7 microns de diamètre, c'est-à-dire 5 à 7 millièmes de millimètre. Donc ça demande un travail technique assez précis. Mais on peut attraper un spermatozoïde. Les spermatozoïdes, on peut aller chercher dans le testicule, c'est-à-dire complètement immature, etc. Et ce spermatozoïde, donc on le capte, il est là, dans la pipette. Et puis cette pipette, on va l'introduire à l'intérieur d'un ovocyte, c'est-à-dire qu'on va faire une fécondation artificielle, on va déposer le spermatozoïde ici, et ça marche. Puisque 2 jours après, à peu près dans 60-70% des cas, on aura des embryons qui pourront être transférés dans l'utérus de la femme et on obtiendra des enfants dans à peu près 20% des cas. Donc toutes ces techniques sont des techniques de procréation intraconjugale. Elles posent pas de questions éthiques fondamentales, enfin elles peuvent en poser du fait de l'intervention du médecin dans le processus de procréation. Mais en dehors de ça, les questions qu'elles posent sont surtout des questions d'ordre médical. En effet, les questions posées, c'est les grossesses multiples. Le fait que quand on fait une insémination artificielle, souvent il y a une stimulation ovarienne associée, que donc il y aura une superovulation et un risque de grossesse multiple. Quand on fait une fécondation in vitro, comme les résultats ne sont pas très bons, on a tendance à mettre plus d'un embryon dans l'utérus, 2, 3 embryons, et donc risque de grossesse multiple. Donc il y a des inconvénients potentiels, surtout si les techniques sont mal maîtrisées. Avec l'ICSI, c'est vrai qu'on accède à un autre problème, c'est que comme on a besoin de très très peu de spermatozoïdes, on peut utiliser des spermatozoïdes qui viennent de testicules très pathologiques. C'est des testicules qui fabriquent pratiquement pas de spermatozoïdes. Et ces testicules fonctionnent mal parce qu'il peut y avoir des maladies génétiques chez cet homme, dont certaines sont connues et d'autres sont méconnues. Et donc le spermatozoïde, qui normalement n'aurait jamais fécondé un ovocyte, là, il va féconder et permettre l'obtention d'un embryon d'un enfant, mais il risque aussi de transmettre à l'enfant une pathologie. Et par exemple, si la testicule fonctionne mal parce que l'homme a une modification de son chromosome Y qui est responsable de cette déficience, cette modification du chromosome Y sera transmise à l'enfant si c'est un garçon par le chromosome Y qui est dans le spermatozoïde de l'homme. Donc on voit apparaître là une nouvelle dimension de question qui fait l'objet d'ailleurs en ce moment de beaucoup de commentaires dans la presse sur les risques pour l'enfant de l'ICSI. Mais ce n'est pas les risques de l'ICSI, c'est les risques liés à l'utilisation de spermatozoïdes présentant un risque pour faire un enfant. Et derrière ça, c'est ce qu'un homme, quand il a une pathologie, quand il a des problèmes, a le droit de procréer, y compris pour créer un enfant qui sera comme lui finalement, qui sera avec le même type de problème qu'il a. Donc tout ça, c'est la procréation intraconjugale. D'autres questions peuvent se poser. Ces techniques, bon, est-ce qu'elles sont utilisables dans toutes les circonstances pour ce couple? Si par exemple, cette femme a 20 ans et cet homme 75 ans. Quand on voit des couples venir nous consulter, qui souhaitent une aide à la procréation, qui sont dans des situations de vie où on se dit, bon, est-ce qu'on peut participer à une aventure où, il y a peu de temps, j'ai vu un homme dont les petits-enfants avaient l'âge de la jeune femme avec qui il venait. Donc tout ça, c'est la procréation intraconjugale. Alors ensuite, il y a un moment où on va franchir un seuil, on va faire un nouveau bond qualitatif. C'est si ces techniques vont être utilisées, non pas au sein du couple, mais avec l'intervention d'un tiers donneur. Et ça, c'est possible si par exemple un des deux partenaires, là en l'occurrence l'homme, est stérile et ne peut pas produire de spermatozoïdes. Donc l'insémination artificielle, on peut la faire avec le spermatozoïde d'un autre homme, qui va être utilisé pour inséminer la femme de cet homme et pour créer cet enfant. Là, le problème technique est très simple, puisqu'il n'y a pas d'exploit particulier, il suffit de prendre ces spermatozoïdes plutôt que ceux-là qui n'existent pas et d'inséminer la femme. Depuis que la fécondation in vitro existe, on peut faire la même chose. On ne pouvait pas le faire avant parce que pour le don d'ovules, il faut faire une fécondation in vitro. Cette femme est stérile, ne produit pas d'ovules, mais une autre femme peut donner ses ovules qui vont être fécondés avec le mari de cette femme ou le compagnon de cette femme, et les embryons produits vont être transférés chez cette femme pour créer l'enfant. La grande différence avec le don de spermatozoïdes, c'est que dans le don de spermatozoïdes, l'homme, le père stérile,
sa participation à la création de l'enfant devenait nulle sur le plan physique, tandis que la femme stérile qui n'est pas la donneuse d'ovule, c'est elle qui va être enceinte. Et donc elle va vivre toute sa dimension de la grossesse. Les questions qui se posent là dans cette deuxième catégorie d'AMP, c'est quel type de relation va s'établir entre les parents et l'enfant, sachant qu'il y a un tiers qui est l'auteur des gamètes. Comment va se construire la filiation de cet enfant avec ses parents? En fait, la question qui est derrière ça, c'est quelle est la part de la dimension génétique de la filiation par rapport à toutes les autres dimensions de la filiation. Car cette deuxième forme d'intervention médicale, la rupture qu'elle crée, c'est dans la filiation, en distinguant la dimension génétique des autres. Et la question, c'est quelle place on doit accorder au donneur dans cet ensemble. Est-ce que cet donneur doit être connu de l'enfant? Est-ce que l'enfant doit connaître son histoire et aller jusqu'à connaître l'identité du donneur? Est-ce que le fait de connaître l'identité du donneur ne va pas tendre à mettre ce donneur en avant par rapport au père et à menacer la paternité qui se construit si on accorde trop d'importance au gène? On est dans une société aujourd'hui où le gène a tendance à occuper une place telle qu'on a l'impression que les autres formes de relations filiales ont peu d'importance et que c'est cette relation-là qui est la plus importante. Donc c'est ce type de questions qui se posent quand on fait intervenir un tiers donneur dans l'assistance médicale à la procréation. Et vous voyez que ces questions sont bien différentes des questions qu'on rencontre dans la MP intraconjugale. Dans ce mode de procréation, d'autres sortes de questions peuvent émerger pour le praticien. En effet, si tout ça est organisé, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, la participation d'un tiers dans la procréation a toujours été possible dans tous les types de sociétés. Et la dernière fois, on en a eu des exemples avec ce que nous racontaient Maurice Bloch et Françoise Héritier. Ce qui est nouveau avec la médicalisation de la procréation, c'est que c'est nous, médecins, qui intervenons et qui donc allons choisir tel donneur plutôt que tel autre pour aider à procréer cet enfant. Donc, qu'est-ce que ça implique? Quelle est notre participation? Quels sont nos devoirs? Quelles sont nos responsabilités dans cette affaire? Car si on intervient, est-ce qu'on attend de nous des choses particulières? Par exemple, tout le monde s'accordera à penser que ce donneur, il faudrait qu'on vérifie que son sperme ne présente pas des risques en termes de transmission de maladies infectieuses, que cet homme n'est pas atteint du sida ou n'est pas atteint de maladies infectieuses qui va pouvoir être transmise à la femme et à l'enfant. Donc ça pose de problème à personne que l'on fasse ce genre de vérification chez le donneur. Mais qu'en est-il si ce donneur représente un danger potentiel en termes de maladies héréditaires ou de maladies génétiques? Est-ce qu'on doit tenir compte d'un éventuel risque de transmission de maladies génétiques du donneur à l'enfant alors qu'on a l'information qu'on est capable, selon qu'on va choisir le sperme de tel donneur plutôt que tel autre, de faire courir plus ou moins de risques d'apparition de pathologie chez cet enfant? Ça, c'est un problème très, très difficile et très particulier parce que certains disent, bon, procéder comme ça, c'est une dérive vers l'eugénisme. D'autant plus que, paraît-il, moi je ne sais pas tellement mon expérience, les gens veulent des enfants parfaits, les médecins veulent des enfants parfaits, et que donc on va chercher à agir pour créer cet enfant parfait. Ce n'est pas mon expérience, mais après tout, c'est possible. On pourrait s'imaginer que le médecin qui interviendra va vouloir contrôler la qualité du gamète du donneur ou de la donneuse pour avoir un enfant de tel ou tel type. Et puis, il y a un troisième type de question que je ne vais pas aborder ici, parce qu'on ne peut pas tout aborder, c'est qu'à partir du moment où on fait intervenir des spermatozoïdes d'un tiers, on peut changer le couple. D'abord, ça peut être une femme seule. Après tout, on peut utiliser les spermatozoïdes d'un tiers donneur pour une femme seule qui a envie d'avoir un enfant. Ou ça peut être un couple de deux femmes qui souhaitent un enfant, et on va utiliser la même technique qu'on va utiliser. Et là, donc, on sort à nouveau du champ dans lequel on était, on franchit un nouveau seuil, c'est qu'on n'est plus dans le triangle classique, traditionnel de la famille tel qu'il existait, et cette procréation avec tiers donneur n'est pas utilisée pour résoudre un problème médical qu'a un couple, il est utilisé un véritable système de reproduction pour créer de nouveaux types de filiation,
et qui en plus vont être pris en charge, reconnus par la société, si c'est le médecin qui le fait. Et donc ça, c'est une autre série de questions. On franchit un nouveau seuil, une nouvelle rupture, à partir du moment où on peut interrompre le temps. Et ça, c'est la rupture du temps. Il se trouve qu'on sait congeler les différents éléments qui participent à la procréation, donc les garder pendant un certain temps pour les utiliser plus tard. Et cette rupture du temps crée de nouveaux problèmes, de nouvelles questions, de nouvelles difficultés. En pratique, qu'est-ce qu'on fait dans notre travail? On peut utiliser cette possibilité de congeler des spermatozoïdes pour ce qu'on appelle préserver la fertilité quand elle est menacée. Si cet homme jeune reçoit un traitement, une chimiothérapie, une radiothérapie, qui va le traiter parce qu'il a un cancer, mais que ce traitement est gonadotoxique, c'est-à-dire va supprimer la production des spermatozoïdes par les testicules, ou si cette jeune femme reçoit aussi le même type de traitement et va supprimer, va détruire le capital des ovocytes qui sont dans ses ovaires, on peut penser tout à fait légitime de congeler ces éléments cellulaires pour pouvoir par la suite les utiliser pour que cet homme ou cette femme tente de procréer et devenir parent avec ses propres gamètes. Bon, c'est assez simple. Ça se fait depuis longtemps pour les spermatozoïdes, parce que les spermatozoïdes sont les congelés. C'est plus compliqué pour les femmes, parce qu'on ne peut pas congeler les ovules, mais on commence à congeler des fragments de verre, c'est-à-dire qu'il faut prélever des morceaux de verre, de tissu ovarien, qu'on peut congeler. Alors c'est compliqué parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas utiliser ces ovules pour les maturer et obtenir des ovules utilisables en fécondation in vitro, ou quand on fait une autotransplantation de ces fragments de verre dans le corps de la femme, la reprise de la fonction n'est pas très très bonne. Ça marche chez la souris, ça marche dans d'autres espèces, mais dans l'espèce humaine, ça ne marche pas encore bien. Donc, est-ce qu'il est licite de congeler ces fragments de verre alors qu'on ne sait pas comment les utiliser plus tard? Nos collègues cancérologues nous disent, oui, écoutez, on donne des traitements à des jeunes filles de 18 ans ou même à des enfants de 10 ans qui vont être stérilisés à coup sûr par les traitements qu'on leur donne. Aujourd'hui, vous ne savez pas utiliser ces fragments de verre. Mais est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, au moment où ces jeunes femmes, ces petites filles arriveront à l'âge adulte et voudront être mères, vous n'aurez pas les techniques qui permettraient d'utiliser ces fragments de verre? Et on dit, en fonction des connaissances, c'est fort possible, puisqu'il y a des travaux qui sont faits en recherche dans ce domaine aujourd'hui. Ils nous disent, non, bon, il faut donc congeler ces fragments de verre, même si on n'est pas sûr de leur utilisation. Et ça, c'est aussi une difficulté dans notre pratique. Et puis, on sait congeler les embryons. Les embryons qui ont été fabriqués par fécondation in vitro. Et on a d'autant plus envie de les congeler, ces embryons, que quand on fait une fécondation in vitro, il y a en moyenne 4 à 6 embryons obtenus, et que pour éviter les grossesses multiples, on n'en placera que 1 ou 2, exceptionnellement 3 dans l'utérus de la femme, et que plutôt que de jeter les autres embryons, on va les congeler pour pouvoir les utiliser ultérieurement par transfert chez la femme, si le premier transfert n'a pas permis d'obtenir une grossesse. Ce qui est un avantage dans la mesure où ça fait moins de traitements, ça coûte moins cher et que ça augmente les chances de procréation des couples confrontés à ce type de problème. Donc, on peut congeler ces embryons et les transférer plus tard chez la femme. Congeler des spermatozoïdes, congeler des ovules, congeler des embryons, bon, c'est très bien, ça aide des gens à procréer. Mais de nouvelles questions vont apparaître. C'est que ces embryons congelés, ces spermatozoïdes congelés, quand ils sont dans l'azote liquide à moins 196 degrés, mais ils peuvent rester des années, des dizaines d'années, des centaines d'années, congelés et être utilisés après. Alors sans rêver n'importe quoi, on pourrait très facilement imaginer que ces embryons, ces spermatozoïdes soient utilisés après la mort d'un des deux auteurs de ces cellules. Et donc on ouvre là un nouveau champ, c'est ce qu'on accepte l'idée qu'on puisse procréer avec des éléments cellulaires de quelqu'un qui est décédé, avec tout ce que ça peut signifier en termes de conséquences, d'enjeux pour les enfants, pour la société, pour les couples, etc. Donc voilà à nouveau un nouveau champ de questions qui apparaît. Et puis ces embryons, ils peuvent
être confronté à d'autres situations. En effet, quand on congèle les embryons, et que ces embryons et que le premier transfert n'a pas donné de grossesse, c'est qu'on va les retransférer chez la femme. Bon, c'est assez simple, on est dans le prolongement de la fécondation in vitro. Mais quelquefois, le transfert d'embryons a donné une grossesse et la naissance d'un enfant. Donc il reste des embryons. Et là, on est face à ces fameux embryons surnuméraires. Et ces embryons surnuméraires, ben, qui existaient en fonction du projet d'un enfant, vont se retrouver automatiquement changés de destinée puisque l'enfant existe et qu'ils ne peuvent plus exister en fonction de premier projet d'enfant. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent devenir? Ben, d'abord, ils peuvent servir à réaliser un deuxième projet d'enfant pour ce couple. Mais à ce moment-là, leur existence, leur nature sera différente d'avant, puisqu'ils ne sont plus destinés, ils sont plus personnes potentielles d'un enfant qui lui existe déjà, ils sont personnes potentielles d'un deuxième enfant, d'une deuxième personne de ce même couple. Et donc, on ne peut pas dire qu'ils sont exactement identiques au précédent. Et puis ce couple, ben, dans certains cas, il n'a pas envie d'un deuxième enfant. Ou pour une raison ou pour une autre, le transfert n'est pas possible. On parlait du décès, il peut y avoir une séparation, etc. Alors qu'est-ce que peuvent devenir les embryons dans ces cas-là? Ben, ils peuvent servir à réaliser le projet d'enfant d'un autre couple. Et ces embryons, comme le dit la loi, peuvent être accueillis par un autre couple. Donc à nouveau une procréation avec donneur. Sauf que là, c'est différent. Ce n'est pas simplement les gamètes qu'on donne, c'est des embryons et qui ont une histoire, puisqu'ils ont l'histoire de ce couple qui est à l'origine de leur existence. Bon, donc, on peut imaginer cependant que ces embryons vont servir le projet parental d'un autre couple. Donc, ils changent de nature, puisque c'est plus la même histoire, c'est une autre histoire qui se crée, une autre destinée. On imagine mal que ceci soit fait sans le consentement des deux géniteurs. Donc, il faut que les géniteurs soient consentants. Et l'expérience montre qu'ils sont loin d'être toujours consentants. Que ces couples n'ont pas trop envie que leurs embryons soient utilisés pour aider d'autres couples à avoir des enfants parce que ça leur pose un problème, que ces embryons existent pour un projet de personne en dehors de leur propre projet. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas 36 solutions pour le devenir de ces embryons. Il n'y en a qu'une. C'est l'arrêt du développement de ces embryons. C'est la destruction de ces embryons. S'il n'y a pas de projet parental, ni des géniteurs, ni d'un autre couple, ces embryons ne peuvent pas se développer. Ils n'ont aucune autre destinée que l'arrêt de leur développement. Et c'est là qu'apparaît une nouvelle question importante et qui fait l'objet de nombreux débats, c'est est-ce qu'à l'occasion de cette destruction, ces embryons peuvent être inclus dans des programmes de recherche? Est-ce qu'on accepte l'idée que ces embryons destinés à la mort puissent donner des cellules qui puissent participer à des programmes de recherche, comme ça se fait à toutes les autres étapes de la vie? Il y a un principe général qui est accepté, c'est qu'on puisse prélever des cellules d'un adulte en coma dépassé, ou même d'un adulte vivant, ou de quelqu'un, et que ces cellules puissent être utilisées pour les programmes de recherche. Et c'est valable chez les adultes, chez les enfants, y compris chez les embryons produits d'interruption volontaire de grossesse. Je me demande pourquoi ce qui est possible à tous les âges de la vie ne serait pas possible sur un embryon de 2 jours et de 4 cellules, ou de 5 jours et au stade blastocyste. Ce qui ressort de cette petit exposé, qui j'espère vous ne trouverez pas trop réducteur, c'est que cette question d'embryon est quand même très difficile parce que si on accepte ce schéma, l'embryon ne peut pas avoir un statut. L'embryon n'existe pas en soi. Il existe en fonction d'un contexte, il existe en fonction de son origine et il existe en fonction de sa destinée. Et je crois que c'est la principale difficulté auquel les juristes, les hommes politiques et tout le monde est confronté, c'est de leur donner un statut à cet embryon, alors qu'en fait, son statut, il est variable. Il est fonction de la destinée de cet embryon, et la décision, elle appartient à l'être humain, hein, à ceux qui ont fabriqué les embryons, et puis aux praticiens qui prennent en charge cet ensemble, et qui, avec ces personnes, doivent décider du devenir. Bon, en fait, ce qui est évident, c'est que, comme vous l'avez vu, cette procréation met en jeu des acteurs, on aurait pu dire des auteurs, hein, qui sont les personnes concernées et qui ont leur mot à dire dans cette affaire, puisque c'est à cause de leur démarche que les choses se font, des praticiens que nous sommes et qui sont là pour les aider. Mais bien entendu, il y a la société qui va dire ce qui est possible, pas possible, etc. Et c'est elle qui doit aussi intervenir
soit les juristes, soit vous, soit tout le monde. Et c'est pour ça que ça nous semble important qu'on puisse discuter de tout ça. Et je vous remercie. Merci. Eh bien, la transition est faite tout naturellement, puisque après cet exposé à la fois très précis, mais qui à chaque fois, à chaque pas, posait des questions finalement difficiles, maintenant on a vraiment une véritable inquiétude, une véritable demande que dit le droit, ou jusqu'où va la liberté, comment s'organise selon vous. Marcela Yacoub, donc juriste, chercheur au CNRS, comment la société, comment le monde, la pensée du droit, s'il y en a une, cadre toutes ces possibilités qui sont dans la réalité multiple et un peu... et en face desquelles on a une espèce d'incertitude malgré tout. Donc, à vous. Bon, merci. Bon, en fait, depuis leur apparition, les techniques de procréation médicalement assistée que Pierre Joannet vient de décrire ont posé des problèmes moraux et politiques très intenses. Et c'est pour une raison très simple, c'est qu'elles remettent en question l'ordre de la nature dans une affaire que notre culture investit beaucoup, c'est-à-dire le rapport entre la sexualité et la procréation. Les êtres humains deviennent dans ces domaines des sortes de démiurges qui dissocient la sexualité de la fécondation, s'emparant d'une fonction divine qui est celle d'insuffler la vie par des manipulations techniques. C'est pour cette raison qu'à la différence de ce qui se passe dans d'autres domaines, les innovations, et voire les révolutions techniques dans les domaines des procréations médicalement assistées, suscitent d'habitude plus de méfiance que d'enthousiasme. Et on pourrait faire l'hypothèse qu'avait avancée Georges David, et que ceci est dû peut-être au fait que ces nouvelles techniques ne concernent qu'une minorité de personnes stériles. C'est peut-être une hypothèse. Et la majorité fertile demande donc à la minorité de se résigner à son sort, parce que se résigner est plus facile quand cela concerne les autres, évidemment. Et beaucoup de monde pense qu'il faut faire le deuil des enfants que la nature ne donne pas, et que le contraire ne serait qu'un signe d'un individualisme et d'un égoïsme qui peut avoir des conséquences dévastatrices pour la vie sociale. Ainsi, la liberté de procréer par des voies non naturelles semble à la fois plus fragile, enfin je sais pas, on va voir si on peut parler de liberté, mais semble à la fois plus fragile que celle de procréer, voire même de celle de ne pas procréer. Tandis que les droits, la liberté de procréer et de ne pas procréer semble fondamentale, et même par rapport à l'action, si on pense à l'avortement, semble des acquis historiques, la liberté de procréer par des voies non naturelles est précaire, fragile et semble à chaque fois prête à être mise en cause. Et si on compare l'évolution du droit à l'avortement et les possibilités d'accès à la PMA aujourd'hui, on peut penser que l'effet de donner la vie est devenu plus problématique que l'effet de la supprimer. Et les projets de pénalisation du clonage, dont sans doute vous avez entendu parler, des 20 ans de prison, vont quelque part dans le même sens, et notamment les arguments que l'on entend dans les journaux des autorités éthiques de ces pays. Ainsi, par exemple, un célèbre médecin a pu dire que faire naître par clonage était plus grave que jeter une bombe atomique et tuer par ces biais des millions de personnes. C'était par rapport à cette histoire de décembre dernier, cet enfant qui était né. Il en va de même avec l'utilisation de ces techniques lorsqu'il s'agit d'éviter la naissance d'enfants atteints de handicap. Et la population concernée dans ces cas est aussi et encore plus faible que celle atteinte de stérilité. Et si l'on prend l'exemple de l'avortement pour motif thérapeutique, elle ne dépasse que 2% de l'ensemble des avortements. Cette volonté de ne pas faire naître des enfants atteints de handicaps graves est transformée dans les discours de ces détracteurs en demande consumériste d'enfants parfaits. Telle a été la position d'un grand nombre de personnes en France au moment de l'essor de nouvelles techniques comme la FIV, et notamment lorsque le gouvernement s'est décidé à légiférer sur cette question vers les milieux des années 80, parce qu'il faut voir que les fécondations artificielles servent aussi pour éviter la naissance d'enfants très malades, et pas seulement pour faire venir au monde des enfants. Et ceci est lié donc aux critiques, ces dernières critiques sur la question que ce serait vraiment un acte des consumérismes extrêmes de vouloir éviter la naissance d'enfants handicapés, et liées aux critiques qui sont aussi toujours très actuelles en France sur les risques et dérives eugéniques, dont ces techniques de la procréation artificielle seraient porteuses.
Et alors, sous ce nom de dérives eugéniques, on inclut des techniques si hétérogènes comme l'utilisation du diagnostic préimplantatoire pour faire une sélection des embryons, ou même l'utilisation des gamètes extérieurs au couple pour éviter la transmission à l'enfant de certaines maladies, et sans parler du clonage ou des thérapies géniques germinales. La PMA, alors je dis PMA même si ce n'est pas comme ça dans la loi, on va l'appeler la PMA pour résumer. La PMA est dénoncée comme procédé eugénique, une eugénique douce et dans l'œuf, comme disent certains auteurs, qui serait toutefois aussi redoutable, mais en dépit de cette douceur, que les horreurs des nazis. Donc, cette méfiance congénitale à l'égard de nouvelles techniques de procréation explique la façon dont elles ont été inscrites dans la loi bioéthique de 1994. Ces lois ont inscrit ces techniques comme des procédés exceptionnels, potentiellement très dangereux, et dont il fallait surtout se protéger par la glaive de la loi. Mais on peut encore imaginer d'autres, on peut citer aussi d'autres critiques dont la PMA était l'objet, qui ne mettraient pas en accusation la technique en tant que telle, mais leur défaillance. On en entend beaucoup en ce moment, ces types de critiques. Ce sont des techniques qui seraient encore défectueuses et des faits de certains de ces défauts techniques. Et alors, ces défauts devraient être dépassés donc par les techniques elles-mêmes, dans le sens où elles devraient devenir plus performantes, mais ce n'est pas comme ça qu'on raisonne, ce n'est pas comme ça qu'on pense. Mais malheureusement, on entend aujourd'hui encore les autorités éthiques de ces pays dire que ces défaillances devraient être un argument pour réduire le nombre de PMA, et notamment le nombre de PMA qui devraient être financés par la Sécurité sociale. Voilà. Alors aussi, moi je pense que dans ce domaine de la PMA, c'est très important de parler des futurs possibles et des développements possibles qui, à chaque fois, ces techniques produisent, aussi bien dans l'imaginaire des hommes des sciences que dans l'imaginaire un peu populaire. Ces imaginaires se présentent comme des utopies, parfois positives ou parfois négatives, et qui intègrent en général la façon dont les gens se positionnent dans les débats publics à l'égard de ces nouvelles techniques. Ainsi, par exemple, lorsqu'on parle de clonage reproductif ou d'ectogénèse, l'ectogénèse, c'est l'externalisation complète de la grossesse du corps des femmes vers les machines, de la grossesse masculine, de la généralisation de la PMA, pensée jusqu'à maintenant comme une pure procédure orthopédique de substitution de nature, de la transgénèse, de mélange génétique de l'homme avec d'autres espèces, ou de la tétraparentalité, l'effet de faire des enfants à 4, voire à plusieurs personnes. Donc Pierre pourrait peut-être nous en parler. C'est-à-dire avec les patrimoines génétiques de plusieurs personnes, non plus de 2, sont tous un tout petit peu des utopies techniques. On rêve encore, c'est vrai, mais en même temps, on prend position par rapport aux techniques existantes, par rapport à les révolutions, ainsi qu'à la façon par laquelle chacun d'entre nous la souhaiterait inscrite dans nos relations sociales et politiques. Bon, mais il y a parmi ces critiques donc, de la PMA, il y a aussi d'autres qui sont peut-être plus, à mon avis, en tout cas moins fantaisistes, plus intéressantes, qui concernent la façon, non pas tellement de la technique en tant que telle, comme objet des critiques, parce que jusqu'à maintenant, je parlais de la technique en tant que telle comme objet des critiques, comme porteuse elle-même d'un projet politique, mais plutôt la façon dont les techniques de procréation artificielle ont été inscrites dans les lois, et les critiques politiques que cette inscription dans la loi peut donner lieu, notamment, comme Pierre vient de l'expliquer, ces techniques opèrent des écarts dans la parentalité. Les géniteurs et les pères se séparent, par exemple dans le don des spermes. Dans le cas de la mère, on peut trouver une mère génitrice, qui est celle qui donne l'ovule, et une mère gestatrice, qui est celle qui accouchera de l'enfant. Et donc, la mère sociale et la mère légale peuvent ne pas être les mêmes. Ceci a obligé à certaines redéfinitions juridiques, et des fois pas très heureuses, des liens de parenté qui vont être créés dans ces circonstances. C'est à la suite de cela, mais aussi, enfin, je pense que cette question est apparue plutôt à cause de l'accouchement sous X et de l'abandon. Il y a eu la question des origines qui est apparue, c'est-à-dire qu'on critique le fait que la PMA cache les noms des donneurs des gamètes. Voilà. Alors, si la question elle est nouvelle telle qu'elle est posée, elle est moins par l'histoire que l'on cache, comme c'est le cas pour l'accouchement sous X, que pour l'importance qu'ils ont acquis aujourd'hui l'identité génétique des personnes.
Donc, toujours à partir de cette question de l'alignement de la PMA sur la filiation biologique, qui a été opérée par ces lois de 1994, on a refusé aussi à des individus seuls ou à des couples atypiques d'accéder à ce type de techniques. Ainsi, ces questions posent les problèmes de la liberté de procréer, des limites de cette liberté qui ouvre les techniques. Donc, on a vu apparaître de nouvelles demandes provenant d'individus, des couples qui ne manifestaient pas auparavant le désir de devenir parents, comme par exemple certaines minorités comme les homosexuels ou comme les personnes seules. Et de nouvelles questions donc se posent sur le fait de savoir si ces techniques, outre que pallier la stérilité des couples, doivent remplir d'autres fonctions que certains énoncent comme relevant d'un droit de procréer, de la même façon que nos sociétés développées assurent aux individus un droit à la santé, par exemple. Donc ce n'est pas un droit à l'enfant, comme certains aiment dire, que ces groupes revendiquent, mais un droit à procréer, ce qui peut impliquer un grand nombre de combinaisons et d'alternatives possibles, dans le cas où ceci serait admis. Je voudrais donc ici, mais comme vous voyez, les sujets est très, très vaste, je voudrais me contenter d'aborder ce dernier aspect de la question, celui de la liberté de procréer par l'intermédiaire de la PMA. Et en amont, je voudrais parler des conditions d'accès à la PMA telles qu'elles ont été instituées dans ces lois de 1994 et qu'on s'apprête à modifier en ce moment, à qui elles bénéficient, à qui elles excluent et à partir de quels critères on pourrait entamer une critique de ces dispositions, même si on n'a aucune chance d'être entendu en ce moment sans doute. Parce qu'on pense simplement à comment faire pour la réduire, non pas pour l'ouvrir. Bon, l'essor des nouvelles techniques de procréation, c'est-à-dire les années 70-80, coïncide avec une véritable révolution de la vie privée qui a détrôné les anciennes règles rigides qui organisaient les mariages vers d'autres formes plus souples qui ont admis de plus en plus des possibilités plus larges en matière des familles. On va citer, enfin, c'est pas nécessaire de citer la contraception, l'avortement, la reconnaissance légale les reconnaissances des couples hors mariage, les couples homosexuels, l'autorisation des changements de sexe pour les transsexuels, et plus généralement une revendication du droit au bonheur personnel, et même une mise en question de la politique des âges, enfin, qu'est-ce que l'on peut ou pas faire à certains âges de la vie. Donc, les décisions qu'une société prend dans ces domaines, c'est-à-dire que juste à ce moment-là, effectivement, ces techniques ouvrent la possibilité de procréer. La question est donc, la société doit prendre une décision, c'est-à-dire à qui elle doit permettre l'accès à la parentalité, quelles sont les formes légitimes et convenables pour la venue au monde de nouveaux enfants. Et c'est à ces dilemmes qu'a dû répondre le législateur de 1994 après beaucoup de discussions qui ont eu lieu dans les années 80. Et il faut dire d'emblée qu'il existe un droit de grands types de filiation. La filiation biologique, celle qui est considérée comme étant issue d'un rapport sexuel, la filiation adoptive qui est fondée sur la volonté. Ceci ne veut pas dire simplement dire qu'elle permet à des personnes de faire des enfants avec des apports génétiques propres. Pardon. La PMA est une manière artificielle de construire donc une filiation biologique. Alors, ça n'a pas été du tout été aligné sur la filiation adoptive, mais sur la filiation biologique. Donc, ceci ne veut pas dire qu'elle permet à des personnes de faire des enfants avec des apports génétiques propres, soit des deux partenaires, soit d'un seul. On peut en effet recourir à des gamètes extérieurs au couple, implanter l'embryon dans les ventres de la future mère et établir une relation de filiation que l'on dira biologique par opposition à la filiation adoptive. Ce qu'il y a de commun à l'ensemble des techniques de procréation médicalement assistée, dont on vient d'entendre l'exposé, c'est de permettre à des personnes stériles de décider de faire venir au monde un autre être humain qui, sans leur volonté, n'aurait jamais existé. La parentalité ne se fonde pas ici ni sur la volonté d'assumer les responsabilités légales à l'égard d'un enfant déjà né, comme dans le cas de l'adoption, ni sur l'effet d'en être les géniteurs, comme dans le cas de la filiation biologique, mais plutôt sur l'effet d'être l'auteur, devrait-on dire, de l'existence d'une autre personne. Le problème pourrait donc se poser ainsi: quelle responsabilité cette liberté crée-t-elle? Jusqu'où doit-elle s'étendre? À qui est-elle accordée? À qui est-elle refusée? Et sur quel motif? Autrement dit, à qui les droits d'être parent biologique, à qui on doit accorder ces droits d'être parent biologique par ces voies de l'artifice? En France, cette liberté couvre la technique s'est retrouvée très sérieusement limitée par ces lois de bioéthique. En effet, au lieu de l'ouvrir, comme c'est le cas dans d'autres pays, à tous ceux qui veulent procréer, ils ont prétendu limiter des bienfaits à ceux qui, pour des motifs relevant d'une stérilité dite pathologique, ne peuvent pas concevoir des enfants.
Mais bon, de toute façon, ceci n'est pas vrai dans la pratique ni dans la loi. Ainsi, tous les couples stériles pour des raisons pathologiques ne sont pas autorisés à procréer, mais seulement certains de ces couples qui ont une stérilité pathologique. Ainsi, par exemple, une femme qui a des ovules mais qui ne peut pas porter d'enfant et accoucher de cet enfant ne peut pas procéder à une fécondation in vitro pour faire ensuite appel à une mère de substitution qui porterait l'enfant à sa place, parce que c'est directement interdit par la loi. Et même parmi ceux qui sont autorisés, la difficulté d'obtenir des gamètes parfois, en particulier les ovules, parce pour obtenir des ovules, c'est compliqué, il faut une intervention chirurgicale avec de l'anesthésie, etc. Alors, du fait de la difficulté d'obtenir des gamètes, des ovules dans un temps raisonnable, rend ces interventions quasiment, en tout cas très difficiles. Le caractère anonyme et gratuit décourage à la fois ceux qui sont prêts à donner leurs gamètes et des proches et ceux qui sont prêts à les vendre à des inconnus. Mais en échange de ces limitations, la sécurité sociale rembourse à 100% les PMA, quel que soit le nombre d'interventions requis. Ce qui, remarquons-le, renforce l'inégalité entre les individus qui peuvent bénéficier ou ne pas bénéficier d'une PMA. Pourquoi ces limitations, donc ces diverses interdictions et de manière générale cette suspicion à l'égard de la procréation par des voies non sexuelles? On pourrait croire qu'il s'agit quelque part que ces techniques ont voulu imiter la nature, qui pour nous autres humains est un grand nombre un grand nombre d'autres organismes faits d'un coït fécond la cause de la reproduction. Mais si on regarde de plus près, on se rend compte qu'en fait, les règles qui autorisent ou interdisent l'accès à la PMA s'inscrivent dans l'ordre juridique de la filiation biologique, qui a été profondément remanié dans les années 70. Or, celui-ci est fondé non pas sur la volonté d'une personne de faire naître des enfants, mais sur une puissance corporelle, celle qu'ont les femmes de porter un enfant et d'accoucher, les véritables pivots de cette organisation. Ce qui n'est possible, bien entendu, qu'à une femme qui ovule, c'est-à-dire qui n'est pas ménopausée. Ainsi, si la PMA renvoie à une nature, ceci n'est pas vrai que dans la mesure où la filiation biologique elle-même renvoie à la nature. Autrement dit, au lieu de profiter de ces nouvelles possibilités techniques qui étendent à d'autres voies que les voies sexuelles la possibilité de faire venir au monde un enfant, pour repenser les principes fondamentaux du droit de procréer, pour inventer de nouvelles règles de filiation, on a pris les modèles classiques de la filiation biologique avec toutes les contraintes que ces modèles ont. Alors, je vais dire très brièvement, la PMA n'est accessible qu'aux couples dont la femme se trouve en âge de procréer. Et cette limitation d'âge n'existe pas du tout pour les hommes. Par exemple, on a entendu parler d'une affaire qui a été très médiatisée, d'une femme qui s'appelait Janice Salomon, qui a fait un enfant à 62 ans. Et bon, c'est vrai qu'il y avait d'autres problèmes dans cette affaire, mais par rapport à son âge, encore les autorités éthiques de ces pays ont dit que les enfants ont droit d'avoir une mère, une jolie et jeune maman, et non pas une femme âgée comme mère. Voilà les arguments des poids qu'ils ont utilisés. Ensuite, la loi interdit qu'en cas de stérilité du couple, l'on fasse appel à des maternités de substitution, comme je disais, même lorsqu'elles sont non payantes, comme c'est le cas en Grande-Bretagne par exemple, qu'on autorise gratuitement les mères des maternités de substitution. Ceci veut dire donc qu'en plus de l'exigence de l'âge, il faut que le type de stérilité du couple qui fait appel à la PMA n'empêche pas la femme de porter l'enfant et d'accoucher de lui. Ceci veut dire donc que si les gamètes peuvent circuler entre les personnes, l'enfant sera rattaché au ventre qu'il a porté comme si ces passages marquaient d'un sceau son identité, et notamment son rattachement à la mère. Car il ne faut pas oublier qu'en droit français, la maternité résulte de l'accouchement, la maternité biologique, ce qui semblait plus ou moins logique auparavant, avant l'invention de nouvelles techniques de procréation, mais qui pourrait être mise en cause aujourd'hui sans grand problème. Et il est toujours intéressant de comparer cette interdiction à la possibilité qu'ont les femmes dans ces pays comme en Italie ou à Luxembourg aussi, d'accoucher sous X et par ces biais de bloquer à jamais l'accès des enfants à leur origine maternelle. Comme si dans les fonds, il était mieux pour un enfant d'être né d'un acte inexistant, d'un acte que selon la loi n'a pas eu lieu, que d'être accouché par une autre femme que celle qui va être la mère légale. Ensuite, les formes de circulation des spermatozoïdes et des ovules étant très différentes, dans la pratique, la règle de l'anonymat des gamètes fait qu'il soit très difficile, comme je disais tout à l'heure, de trouver des donneuses disponibles. Ainsi, ce qui oblige à beaucoup de couples à partir à l'étranger. Du fait donc de l'interdiction des maternités et substitutions et la facilité du don des spermes, ceci fait que les couples composés d'une femme, par exemple d'un transsexuel, femme devenue homme, puissent être parfaitement légales, tandis que la situation inverse est parfaitement non envisageable. À ces premières restrictions concernant la femme mère, candidate à une PMA, s'ajoutent d'autres contraintes, cette fois-ci liées au partenaire. Le compagnon de la femme doit d'abord exister
être vivant et être un homme. Les compagnons doivent exister, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un enfant seul lorsqu'aucun homme, grâce aux règles de la protection des donneurs, ne sera en mesure d'assumer la paternité de cet enfant, comme c'est le cas pour la procréation naturelle. Il doit être surcroît vivant. On ne peut pas inséminer une femme ou procéder à un transfert d'embryon de quelqu'un qui est mort. Et la dernière mouture de loi bioéthique qui est discutée à ce moment au Sénat reconduirait cette interdiction. Et ceci aussi pour ressembler à la procréation naturelle. En dernier lieu, il faut que ce soit un homme, et non pas un homme dans le sens biologique, mais un homme dans le sens juridique, qui soit le père de l'enfant. C'est pour cela qu'on interdit à 2 femmes, mais on n'interdit pas à une femme vivant avec un transsexuel qui fait un jugement d'état civil, comme je disais tout à l'heure, de devenir père. Il faut dire que dans ces cas de figure, aussi un transsexuel aurait pu faire jouer la présomption de paternité s'il avait été marié avec la femme qui va devenir mère. En dernier lieu, la femme qui fait appel à une PMA n'a aucun engagement supplémentaire concernant l'avortement à l'égard de son compagnon. Elle peut avorter sans que cela engage sa responsabilité. Elle peut aussi accoucher sous X avec toutes les conséquences que cela implique en termes de filiation et les fraudes aussi auxquelles cela peut donner lieu et dont je parlerai tout à l'heure. La place des hommes semble au contraire, à la différence de cette place de la femme, la place des hommes dans la PMA est très aléatoire. Ils peuvent être vieux, transsexuels, selon la loi, et les spermes circulant dans des conditions bien plus faciles, leur stérilité n'étant limitée, comme dans le cas des femmes, par rien de particulier, pouvant même être utilisés pour féconder des femmes des cellules prespermatiques, je crois, pour l'ICSI. Et Pierre pourra me corriger si c'est pas comme ça, mais leur place semble importante pour assurer la paternité de l'enfant, mais encore quand il s'agit d'un don de sperme, ils doivent s'engager par écrit, mais cet acte n'étant pas public, si le couple est d'accord, ils peuvent le dissimuler et laisser la place à l'établissement de paternité par un autre homme encore. Ils peuvent aussi, détournant un peu la loi, j'imaginais ce cas de figure, même si c'est un fraude à la loi, mais ça me semble tout à fait faisable, par exemple qu'un homme qui soit stérile puisse demander à une femme de faire une PMA, qu'elle accouche sous X et que lui reconnaisse l'enfant, c'est-à-dire qu'utiliser par fraude une femme comme mère porteuse, c'est qu'une femme ne peut pas du tout faire. Donc, la PMA semble prisonnière des conditions de fait de la filiation biologique, de la figure de la femme en âge de procréer qui ne pouvant pas le faire cherche une aide. Cette femme qui aurait pu tomber enceinte naturellement doit demander une aide pour le faire, au lieu de demander une aide, comme dans le cas de l'avortement, pour ne pas le faire. Ce caractère mimétique par rapport aux conditions de la filiation biologique fait que les femmes aient un marge de manœuvre bien plus étroit que les hommes pour devenir mères, comme si la puissance qu'elles ont dans les domaines de la procréation biologique devenait une impuissance redoublée lorsqu'elles sont incapables de remplir certaines conditions corporelles dans la PMA, notamment l'âge et la capacité d'enfanter. L'important étant dans l'esprit des législateurs de créer un lieu fixe non modifiable pour la venue au monde des enfants, comme si l'existence de ces lieux fixes du ventre maternel, le fait qu'un enfant ait passé par là, garantirait les conditions d'une bonne parentalité, l'homme étant un acteur qui viendrait de surcroît pour soutenir cette entreprise maternelle. Tout cela était donc fait pour qu'on ne voit pas la différence entre une procréation biologique et celle qui est issue de la PMA, mais aussi et surtout pour assurer un certain lieu de la mère à l'égard de l'enfant, comme si le fait que cet enfant ait passé par son corps pourrait garantir qu'il ne sera pas à son égard une chose, un instrument, quelqu'un qu'elle pourra délaisser, mais un être qu'elle aimera comme elle s'aime elle-même. Et avec les femmes atteintes de certains types de stérilité, tout un ensemble d'individus et des couples se trouvent à leur tour exclus, bien entendu. Ceux qui ne vivent pas en couple, ceux qui se trouvent en couple homosexuel, aussi bien soit-il des hommes ou des femmes. Donc, pour terminer, il faudrait se demander si cet alignement de la filiation, sur la filiation biologique de la PMA autour de l'âge et des capacités gestatrices de la mère est un modèle souhaitable et juste pour régler les fécondations artificielles. Donc, on pourrait se demander si l'effet d'avoir ces capacités corporelles devrait être une condition pour faire naître ou pour être parent. Si l'effet d'en être incapable, aussi bien comme dans le cas de la PMA ou de l'adoption, doit être systématiquement considéré comme devant mériter des inquisitions infinies et des refus capricieux. S'il ne serait pas opportun de poser une présomption de capacité à la parentalité et de la contrôler selon son déroulement effectif et non pas sur des jugements hypothétiques d'avenir. Il s'agit donc de convenir si dans ces domaines doit prévaloir la volonté des futurs parents qui n'existe aujourd'hui que dans les cas de filiation biologique, où l'intérêt de l'enfant n'est invoqué que lorsque l'on fait appel à des moyens artificiels ou à l'adoption. Si l'on s'aligne sur les premiers critères de la volonté des parents, il faudrait de prime abord déterminer si la liberté procréative ne devrait pas être octroyée de manière égale à ceux qui peuvent procréer par la voie sexuelle et à ceux qui ne peuvent pas. Si l'on suit le deuxième critère, il faudrait redéfinir les contenus de cette notion d'intérêt de l'enfant qui jusqu'à présent n'a obéi qu'à une pure logique imitative de la filiation biologique.
En tout état de cause, ce qui paraît aujourd'hui absurde et arbitraire, c'est la dichotomie juridique qui s'ouvre entre les couples, voire les individus qui peuvent faire des enfants selon des critères corporels et ceux qui ne peuvent pas. Il se peut donc que la question de l'ouverture et la PMA des situations individuelles et familiales nouvelles soit l'occasion d'engager un débat démocratique autour de la façon dont la société doit distribuer les compétences procréatives. De ce fait, dans les conflits qui pourront apparaître dans l'avenir, il sera fort important qu'il puisse s'instaurer un véritable dialogue entre tout cet univers composite des personnes et des couples laissés pour compte de cet ordre procréatif dans lequel nous vivons. Donc, il semble indispensable d'intervenir dans ces débats avant que ce ne soit peut-être trop tard, si c'est possible peut-être, pour créer des droits nouveaux. Voilà. Merci.